Avant de commencer, jetons d'abord un œil aux États latins d'Orient, que nous avions laissés en 1099. Isolés de l'Europe, recevant de l'aide de manière ponctuelle et manquant de population, les États luttent pour leur survie, possible surtout grâce à l'émiettement politique de la région. C'est en 1143 que survient le premier revers. Le gouverneur d'Alep, Zengi, s'empare d'une partie du comté d'Édesse. Puis en 1144, c'est le désastre. Édesse elle-même tombe devant lui et le comté se voit repoussé sur l'Euphrate. Face à cette perte stratégique et symbolique, l'Occident va répondre en lançant la deuxième croisade en Terre Sainte. Mais revenons en Europe, afin d'assister au début de l'ascension des Plantagenets. Au départ, on a Geoffroy V Plantagenet, comte d'Anjou, qui devient le second époux de Mathilde, la fille de Henri Ier d'Angleterre. Vous savez, Mathilde, c'est celle qui était mariée à Henri V, l'empereur qui s'est retiré devant l'ost de Louis le Gros. Henri Ier, le père de Mathilde donc, avant de mourir, fait jurer à ses vassaux qu'ils reconnaîtront Mathilde pour reine. À sa mort, en 1135, surprenamment, ils ne tiennent pas leur promesse et reconnaissent pour roi Étienne de Blois, un seigneur anglais qui usurpe le trône d'Angleterre et le duché de Normandie. La guerre civile anglaise est ainsi déclarée entre Étienne de Blois et Mathilde, qui est aidée par son époux, le comte d'Anjou, et qui est bien décidé à reprendre son héritage pour pouvoir le transmettre à son jeune fils, Henri Plantagenet. Et retenez bien ce nom, parce que vous allez en entendre parler. Louis VII est le fils cadet de Louis VI le Gros, et il devient l'héritier du trône à la mort accidentelle de son frère Philippe, tué par un cochon. La mort de Louis VI en 1137 lui donne accès au trône, qu'il conserve jusqu'en 1180. Il est marié par son père à la duchesse Aliénor d'Aquitaine, qui lui donne 2 filles. Ils finissent par divorcer et Louis épouse Constance de Castille, qui meurt en mettant au monde sa 4e fille. Il se marie ainsi une 3e fois avec Adèle de Champagne, qui donne naissance à un fils et à une fille. Louis VII est le 6e roi capétien. Cadet de la famille royale, son père destine Louis à une carrière ecclésiastique, c'est-à-dire dans l'Église. Cette idée est cependant abandonnée quand Louis VII devient l'héritier du trône à la mort de son frère aîné. Concernant son surnom, il remonte à l'époque où Louis VI était encore vivant. Il a alors bien fallu trouver un moyen pour pouvoir distinguer le futur Louis VII de son père, raison pour laquelle il a été surnommé le Jeune, et cette appellation est restée. Il est réputé pour être un roi austère et pieux, mais aussi assez nul, ce que l'on peut expliquer par le fait qu'il n'a pas été préparé à être roi, le trône ayant dû revenir à son frère. Fait notable, il est le premier roi de France à partir en croisade. Pour l'histoire, il a pris cette décision après l'affaire de Vitry-le-Brûlé, un village dont les habitants rassemblés dans l'église ont été cramés accidentellement par l'armée du roi. Son nom est aussi irrémédiablement attaché à celui d'Aliénor, la célèbre duchesse d'Aquitaine, qui fut sa première femme et dont nous allons aussi devoir parler. On peut tout d'abord observer le règne de Louis VII d'un point de vue économique et politique. Aidé par plusieurs conseillers compétents, dont l'abbé Suger le plus connu d'entre eux, Louis VII renforce son emprise sur la France et il s'appuie sur les villes et les bourgeois afin de contrebalancer le pouvoir des seigneurs. Et la croisade? Eh bien, comme on l'a déjà dit, Louis VII part en Terre Sainte en 1147 dans le but d'aider les États latins après la chute d'Édesse et de s'assurer une place au paradis par la même occasion. Parti avec chevaliers, armes, bagages, et sa femme aussi, tant qu'on y est, il arrive à Constantinople,
où ça ne se passe pas super bien avec l'empereur Manuel Comnène. Puis, après le détroit du Bosphore, il se fait harceler par des troupes turques et finit par arriver à Antioche, où Raymond de Poitiers, l'oncle d'Aliénor, lui demande de l'aide pour assiéger Alep. Finalement, il décide de rejoindre Jérusalem, et avec l'aide de Conrad III du Saint-Empire et des chevaliers de Jérusalem, Louis VII et ses Français assiègent Damas. Et toute l'armée repart quelques jours après, ce qui donne à l'expédition une allure de pique-nique géant. Il repart ensuite pour la France et touche terre en 1149. L'expédition est un échec, un coût financier et humain énorme, un relâchement de l'emprise du roi sur son royaume à cause de son absence physique, le tout sans avoir retiré aucun gain territorial pour les États latins d'Orient. Mais attendez, ce qui suit est encore mieux. En 1152, le mariage entre Aliénor et Louis est annulé, et moins d'un mois après, la duchesse d'Aquitaine se remarie et offre sa dot à Henri Plantagenet, le comte d'Anjou, qui gagne donc toute l'Aquitaine. Comme si ça ne suffisait pas, la lutte entre Henri et le roi d'Angleterre, Étienne de Blois, se termine en 1153. Étienne se résigne et désigne Henri comme son successeur. Moins d'un an après, Étienne meurt, et le nouveau roi est de taille. Non content d'être déjà comte d'Anjou et d'Aquitaine, Henri II Plantagenet est désormais duc de Normandie et roi d'Angleterre. Pour Louis VII, c'est la boulette, et il va tout faire pour gêner le nouveau roi, comme encourager des révoltes dans ses terres ou soutenir les fils de Henri, qui, une fois n'est pas coutume, se rebellent régulièrement contre le paternel. Il fait couronner son fils unique, Philippe, en 1179. Louis VII meurt le 18 septembre 1180 à l'âge de 60 ans.